Alors, en ce qui concerne la première question de l'exercice, on nous demande comment s'appelle la représentation, le type de représentation qui a été utilisé ici pour dessiner l'acide caprique. Donc il s'agit de la représentation topologique. Je rappelle que sur la représentation topologique, on ne représente que les atomes de carbone qui sont représentés donc par des points qui sont reliés entre eux pour faire la chaîne carbonée par des segments. On ne représente pas les atomes d'hydrogène qui sont reliés aux atomes de carbone. Donc on représente la chaîne carbonée. Ensuite, les atomes autres que les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène reliés aux atomes de carbone sont représentés. Donc ici l'atome d'oxygène, le deuxième atome d'oxygène. Et ici l'hydrogène qui est relié à l'atome d'oxygène est bien représenté. Il n'y a que les hydrogènes qui sont liés aux atomes de carbone qui ne sont pas représentés. Donc c'est la représentation topologique. Ensuite on me demande de recopier la molécule, d'entourer la chaîne de longueur moyenne évoquée dans le texte introductif et de vérifier que la masse molaire de l'acide caprique a pour valeur 172 g par mol. Donc là j'ai représenté la molécule d'acide caprique. Voilà. Donc on me demande de regarder la chaîne carbonée dont on parle dans l'énoncé. Donc la chaîne carbonée dont on parle dans l'énoncé, c'est cette partie-là. L'atome de carbone fonctionnel ici est pris en compte dans la chaîne carbonée. Il possède donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atomes de carbone. Pour calculer la masse molaire de l'acide caprique, je vais noter RCOOH. On va donc compter le nombre d'atomes de carbone, on va en compter 10, donc c'est 10 fois la masse molaire de carbone, plus, alors là on va déjà compter les oxygènes, on voit qu'il y a 2 fois la masse molaire de l'oxygène, puisqu'il y a 2 atomes d'oxygène, et ensuite il faut compter les atomes d'hydrogène. Donc ici on va en avoir 3 sur cet atome de carbone là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc plus 20 fois la masse molaire de l'hydrogène. Ça nous fait donc 10 fois 12 plus 2 fois 16 plus 20 fois 1. Donc je prends les valeurs bien sûr qui sont données dans l'énoncé. 10 fois 12 ça va nous faire 120 plus 2 fois 16 ça nous fait 32 plus 20 donc ça nous fait 120 plus 32, 152, 152 plus 20, ça nous fait bien 172 grammes par mol pour la masse molaire de l'acide caprique. Ensuite, on me demande dans la question, donc ça c'est la question 1.1, question 1.2, de représenter un exemple d'acide carboxylique à longueur de chaîne courte et nommer cet acide carboxylique. On ne précise pas le type de représentation qu'on a utilisé, donc on peut représenter ou en représentation topologique ou en semi-développé comme habituellement. Alors on n'a qu'à le faire en topologique puisqu'on a commencé à travailler sur la notation topologique, donc une chaîne courte, par exemple cet acide carboxylique là. Je compte le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne, je n'oublie pas de commencer par le carbone fonctionnel, 1, 2, 3, 3 atomes de carbone. Méthyle, éthyle, propyle, ça va être donc un dérivé du propane. Donc c'est pas le propane, c'est un acide carboxylique, donc ça va être l'acide propane urique. Par exemple, on aurait pu prendre l'acide méthanoïque avec un carbone, l'acide éthanoïque 2 carbone, l'acide propanoïque, etc. Donc ça c'était pour la question 1.2. On l'a nommé et on l'a représenté. Ensuite, on passe à la question 1.3. Question de cours, on nous demande de définir un acide au sens de la théorie de Bronsted. Donc je rappelle qu'un acide, c'est une espèce qui est capable de donner ou de céder un proton, un H+.
peut schématiser de cette manière-là. AH, l'acide, est capable de donner un H+, et de devenir A-, sa base conjuguée. On nous demande de justifier que l'acide caprique possède des propriétés acido-basiques et de donner le couple acide-base auquel il appartient. Donc l'acide caprique, on lui donne note RCOOH. Comme son nom l'indique, c'est un acide carboxylique. Il a donc des propriétés acides. Ça, c'est à connaître au niveau du cours. Il faut savoir qu'un acide carboxylique a des propriétés acides et qu'une amine a des propriétés basiques. Si cet acide carboxylique a des propriétés acides, c'est qu'il est capable de céder un H+. Le H+, qui va céder, c'est le H qui était sur le groupement ici, à cette extrémité-là, donc sur le groupement OH. Donc ça va me donner RCO au moins, plus H+. Et ils ne veulent pas que j'écrive la demi-équation qui est écrite ici, ils veulent que je donne le couple acido-basique. Donc le couple acido-basique, je rappelle qu'on écrit d'abord toujours l'acide, RCOOH, puis la base conjuguée. Donc le couple qui me demandait, le couple acido-basique auquel appartient l'acide caprique, c'est le couple acide caprique et ion caprate. Donc justifier l'acide caprique possède des propriétés acido-basiques et donner le couple acide-base auquel il appartient. Donc l'acide caprique, c'est un acide carboxylique. Et vu que c'est un acide carboxylique, comme son nom l'indique, c'est un acide, et donc il a des propriétés dignes d'un acide, c'est-à-dire qu'il est capable de donner un H+. Voilà pour la première partie. Ensuite, on passe à la question 1.4. On nous dit les quantités, les formes acides et basiques de l'acide caprique en solution aqueuse dépendent du pH, et on nous donne un diagramme avec les proportions de ces différentes espèces en fonction du pH. Donc le diagramme est ici. On me demande d'identifier la courbe qui correspond à l'acide caprique et celle qui correspondrait à l'autre forme du couple. Alors je rappelle que le couple, c'est le couple acide caprique ion caprate, RCO-. Donc cette espèce-là, c'est l'espèce acide et cette espèce-là, c'est l'espèce basique. Donc acide-base. Alors on voit deux courbes. La première courbe ici en rouge, qui est une courbe qui se trouve à 100% pour des pH faibles, donc en milieu très acide. Et puis cette courbe décroît pour atteindre 0% aux alentours d'un pH de 7. Donc cette courbe représente, on nous dit la répartition de l'acide caprique et de sa base conjuguée en fonction du pH. Donc ou bien cette courbe représente la présence d'acide caprique ou alors d'ion caprate. Vu que cette courbe vaut 100% pour des pH faibles, en milieu acide, cette courbe va donc correspondre à la présence d'acide caprique, l'espèce acide du couple acide-base. Et donc par déduction, la base conjuguée de l'acide caprique correspondra à la courbe numéro 2. Ensuite, on me demande de déterminer le pKa du couple en explicitant la démarche. Alors, on connaît d'après le cours une relation entre le pH et le pKa pour un couple acido-basique. Donc pH est égal à pKa plus log de concentration de la base sur concentration de l'acide. Concentration étant prise activement, bien sûr. On me demande de retrouver le pKa. Donc quand est-ce que pH est égal à pKa? pH égale pKa si le log de concentration en RCO- sur concentration en RCOOH est égal à 0. Quand est-ce qu'un log est égal à 0? Quand ce qui est à l'intérieur du log, donc ici le rapport de concentration, est égal à 1, ce qui correspond donc à la concentration en RCO-, la base sur la concentration de son acide conjugué est égale à 1, c'est-à-dire lorsqu'il y a autant de bases que d'acide conjugué. Quand est-ce qu'il y a autant d'acide et de bases conjuguées? Quand les proportions relatives de cet acide et de cette base conjuguée correspondent à 50%, c'est-à-dire ça correspond à l'intersection ici. Et donc je peux reporter sur le graphique pour obtenir la valeur du pKa. Donc je vois que je dois être, donc il faudrait que j'utilise l'échelle ici. Je vois que j'ai à peu près 9,5 cm qui correspondent à 10 au niveau du pH.
Je mesure ici. Ici, j'ai à peu près 4,6 cm. Je veux savoir à combien ça correspond. Donc je vais faire le produit en croix. Ça fait 46, donc 4,6 fois 10 divisé par 9,5. Donc 46 divisé par 9,5. Et je trouve à peu près 4,8. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un pH égal à peu près à 4,8. Donc, je vais dire, d'après la lecture sur le diagramme, je rappelle que les concentrations égales, ça signifie que le pourcentage en masse de RCOH, le pourcentage pardon en quantité d'espèces de RCOH égale le pourcentage de RCO au moins est égal à 50%. Donc j'ai lu sur le graphe que c'est 50%. D'après la lecture du diagramme, on obtient pH égale pKa égale 4,8. Donc dans ces conditions-là. Ça c'était pour la question 1.4.1. Ensuite 1.4.2. On nous demande d'en déduire quelle est la forme acide ou basique de l'acide caprique présente majoritairement dans le lait de chèvre. Alors là il faudrait retourner dans l'énoncé. Dans l'énoncé on nous dit que dans le lait de chèvre on a un pH qui est égal à 6. Donc je reprends le diagramme. Je me place à pH égale 6. Je reporte sur la courbe. Je vois ici que je vais avoir un pourcentage d'environ 5-6% correspondant à la courbe rouge, c'est-à-dire à la forme acide, l'acide caprique. Et si je reporte sur la courbe ici qui représentait la base conjuguée de l'acide caprique, je vais voir que j'ai à peu près 94-95%. Donc le complément ici, hein, si j'ai 5% ici, j'ai 95% ici. Et donc je peux répondre que l'espèce majoritaire à pH égale 6 est RCO au moins. Alors on peut avoir une autre manière de faire. L'autre manière de faire, ce serait de tracer, pour faire une justification, ce serait de tracer le diagramme de prédominance. Le diagramme de prédominance, je rappelle que je trace la base de pH. Je mets la valeur de pK ici, qu'on a trouvé 4,8 sur cet axe. En dessous, la valeur du pH, je vais retrouver comme espèce prédominante la forme acide, RCOOH. Au-delà, je vais retrouver la forme basique, RCO au moins. Là, on voit que on se trouve à pH égale 6,0. À pH égale 6,0, on se trouve bien dans le diagramme, dans le domaine de prédominance de RCO au moins. Soit on utilise le diagramme de répartition pour le justifier, soit on peut utiliser le diagramme de prédominance. Ensuite, 1.4.3. On nous demande si il y a une des deux espèces chimiques, donc entre RCOH et RCO-, la base conjuguée ou l'acide conjugué, s'il y en a une qui peut être considérée comme négligeable, c'est-à-dire s'il y en a une qui est 100 fois inférieure à l'autre au niveau de la concentration, pour savoir si on va pouvoir négliger une des deux formes dans la suite de l'exercice. Donc là, deux manières de faire. Première manière, je reviens sur le diagramme de distribution, le diagramme de répartition. Je vois qu'il y a à peu près, il doit y avoir 6% de forme acide et 94% de forme basique. Donc d'après le diagramme. Donc j'ai 6% de RCOOH. J'ai donc 94% de RCO moins. Et puis dans l'énoncé, on me dit que pour pouvoir la négliger, il faut que une espèce ait une concentration qui soit 100 fois inférieure à l'autre. On
on n'a pas. Concentration en RCOOH inférieure à 1 centième de la concentration en RCO en moins. Donc l'espèce RCOOH ne peut pas être négligée. L'autre manière de faire, cette question toujours 1.83, ça aurait été de réutiliser la relation entre pH et pKa de tout à l'heure. Donc l'autre méthode, ça a été de réutiliser la relation qui dit donc que pH égale pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide, et d'extraire le rapport des deux concentrations pour voir combien vaut ce rapport. Alors on va le faire d'abord littéralement, puis on remplacera par les valeurs numériques. Donc ça va me faire pH moins pKa égale log de RCO moins sur RCOOH. Je vais me débarrasser de la fonction log en passant avec la fonction réciproque à la fonction 10 puissance pH moins pKa égale concentration en RCO au moins sur concentration en RCOOH. Je vais faire l'application numérique. Donc je vais appeler ce rapport petit r. Petit r égale donc 10 puissance pH c'est 6 moins 4,8. Donc ça me fait 10 puissance 1,2. Alors on calcule. Ça fait à peu près 16. Donc ça veut dire que concentration en RCO sur concentration en RCOH égale 16. Nous, il nous faudrait un rapport de 100 si on voulait pouvoir négliger une espèce par rapport à l'autre. Donc on ne peut pas négliger la présence des RCOOH au milieu réactionnaire. Voilà, donc ça c'est pour la question, la première partie de l'exercice, structure et propriétés, acido-basique de l'acide caprique. Ensuite, dans une deuxième partie, on nous demande de nous intéresser au titrage de l'acide caprique contenu dans le lait de chèvre. Donc là, quand on a ce genre de questions, je rappelle que l'idée pour un titrage, c'est tout le temps de se dire, qui dit titrage, dit burette, avec en général le réactif titrant, et bécher avec la solution titrée à l'intérieur. Donc là, je reprends mon énoncé. On parle de l'acide caprique contenu dans le lait de chèvre et de sa base conjuguée. On nous dit qu'il est possible de réaliser un titrage de 10 ml de solution S. Donc solution S, c'est une solution de lait de chèvre avec le même pH que le lait de chèvre pour lequel on aurait extrait l'acide caprique et sa base conjuguée. Donc on va mettre 10 ml de solution S. Ici, le bécher. Qui va contenir l'acide caprique et sa base conjuguée. Et on me demande donc de choisir entre deux possibilités, la solution titrante, où je peux utiliser une solution d'acide chlorhydrique, ou je peux utiliser une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. On me demande de choisir la solution titrante en justifiant notre choix en écrivant l'équation de la réaction de support du titrage. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais mettre dans la burette, c'est la question qui m'est posée. Dans mes 10 ml de solution S, on me dit qu'on est à pH égale 6. Je viens de montrer dans la question précédente qu'à pH 6, c'était l'espèce basique, l'ion caprate, qui était l'espèce majoritaire. Cette espèce majoritaire, c'est une base. C'est la base conjuguée du couple acide caprique, ion caprate, comme on l'a vu au début de l'exercice. Donc, si cette espèce qui est présente dans le bécher, ici, RCO au moins, c'est une base, c'est qu'il faut que je mette dans la burette, pour effectuer une réaction de titrage, il faudrait mettre ici un acide, pour pouvoir réaliser une réaction acide-base. J'ai deux possibilités. On me propose deux types de solutions. On a une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, qui contient des ions H3+, et des ions Ca-, ou une solution aqueuse de soude, qui contient des ions OH+, et qui contient des ions HO.
Alors, comment savoir qui est la solution acide, qui est la solution basique? Alors, on se rappelle des couples de l'eau. Parfois, ils sont ordonnés dans les exercices, là, ils sont pas ordonnés. Les couples de l'eau, il y en a deux. Il y a le couple H2O, HO- et le couple H3O+, H2O. On rappelle qu'H2O, c'est un composé amphotère-ampholyte qui peut jouer à la fois le rôle d'acide ou le rôle de base en fonction des espèces qui vont être présentes en face de lui. Je vois que dans mon acide chlorhydrique, j'ai les ions H3+. Les ions H3+, ils appartiennent à un couple pour lequel on voit bien que c'est un acide. Et les ions hydroxyde, je vois qu'ils sont là, ils appartiennent à un couple de l'eau pour lequel ils représentent la base. On aurait pu directement voir que, d'après son nom, hein, l'acide chlorhydrique c'est un acide, et l'hydroxyde de sodium, forcément, l'autre possibilité, c'est une base. En tout cas, pour l'acide, on peut le trouver assez facilement. Vu que je veux doser par un acide, la solution titrante qui va être présente dans la purette, ça va donc être l'acide chlorhydrique. Et cet acide chlorhydrique, pour l'instant, on ne parle pas de sa concentration, donc je sais que je vais mettre de l'acide chlorhydrique dans la purée. On me demande d'écrire l'équation de la réaction support du titrage. Donc l'acide chlorhydrique qui contient des ions H3+, c'est eux qui appartiennent au couple, ici le couple acide-base, et des ions Cl-. Les ions Cl-, c'est les ions spectateurs. Les ions spectateurs, on ne les écrit pas dans l'équation bilan de la réaction chimique. Donc on va faire réagir des ions caprate, RCOO-, avec des ions H3+, pour donner quoi? Donc ça, c'est pour trouver l'équation support du titrage. L'équation de la réaction chimique. Pour donner quoi? Ben, on a dit que ça, c'était une base, que ça, c'était l'acide. Donc on a une réaction acide-base. Une réaction acide-base, c'est une réaction de transfert de protons, qui donne le proton l'acide, H3+, qui, lorsqu'il aura donné son proton, va devenir la base conjuguée, donc H2O. Le proton aura été récupéré par la base, qui deviendra son acide conjugué, c'est-à-dire RCOOH. Donc voilà pour l'équation. Une équation de bilan de la réaction, support du titrage. Ça c'était la question 2.1. Question 2.2. Question de cours. On me demande de définir l'équivalence d'un titrage et d'écrire ensuite la relation entre les quantités de matière des espèces chimiques mises en jeu à l'équivalence. Donc qu'est-ce que c'est que l'équivalence? Il y a différentes manières de l'expliquer. Je les ai mises dans le cours. L'équivalence, c'est un état de votre système, du système chimique, pour lequel on a introduit les réactifs dans les bonnes proportions. Alors, qu'est-ce que c'est que les bonnes proportions? Eh bien, ce sont les proportions stoichiométriques. On a introduit les réactifs dans les proportions stoichiométriques. Ça veut dire que on a introduit les deux réactifs ici de telle manière que lorsqu'ils auront réagi, il ne restera plus ni de la base ici, ni de l'acide ici. Au moment où on est à l'équivalence, on consomme totalement les deux réactifs. Si je traçais mon tableau d'avancement, à la fin de mon tableau d'avancement, j'aurais 0, 0. Et j'aurais, si je voulais déterminer l'expression des valeurs de Xmax, je n'aurais pas à choisir entre le Xmax que j'aurais obtenu si la base était réactif limitant ou la valeur si c'était l'acide qui était réactif limitant, puisque si je suis dans la proportion stoichiométrique, les deux réactifs vont être limitants, les deux quantités de matière de ces deux réactifs vont être égales à 0 à la fin, et donc ils seront totalement consommés. Alors on peut éventuellement retracer le tableau d'avancement pour retrouver la relation à l'équivalence, ou alors plus simple, on se rappelle qu'à l'équivalence, et j'insiste, il faut bien préciser que c'est valable uniquement à l'équivalence, on a la relation entre la quantité de matière du premier réactif, la base ion caprate, et le deuxième réactif, les ions H3+. La quantité de matière, ici, je rappelle que je mets 1 et 1, parce qu'il y a les coefficients stoichiométriques 1 et 1 dans l'équation chimique. Si c'était une équation plus compliquée avec des coefficients différents, il ne faut pas que je les oublie. Ici, je peux simplifier en disant que la quantité de matière d'ion caprate est égale à la quantité de matière d'ion H3O+, lorsque je suis à l'équivalence. Ensuite, on continue. Dans
la question 2.3, on me demande de choisir parmi les représentations proposées celle qui correspondrait au mieux au suivi conductimétrique de l'espèce prédominante contenue dans le lait de chèvre. On demande de justifier en faisant notamment un bilan d'évolution des espèces chimiques ioniques au cours du titrage. Alors pourquoi on me demande ça? On me demande ça parce que je fais un suivi conductimétrique, c'est-à-dire que je vais mettre un appareil qui s'appelle un conductimètre qui va mesurer la conductivité de la solution, et la conductivité de la solution elle est liée à la concentration en eau. On se rappelle que dans le cours, la conductivité est définie comme étant la somme des contributions des différents ions pour conduire le courant électrique, et ces contributions des différents ions, c'est la conductivité molaire ionique qui est caractéristique d'un ion donné, multipliée par la concentration de l'ion qui va être présent en solution. Alors, je n'écris pas les charges, mais il y a des charges, ça peut être des plus, ça peut être des moins, en concentration en différents ions. Donc là, il faut que je revienne à ma situation de titrage. Donc situation de titrage, dans la burette, je mets des ions H3O+, et des ions Cl-. Et dans mon bécher, j'ai essentiellement des ions caprate. Donc je vais essayer de faire un bilan des espèces ioniques en début de titrage. Espèces ioniques présentes dans le bécher, puisque la sonde conductimètre va être présente au niveau du contenu du bécher. Donc en début de titrage, quels sont les ions qui sont présents dans le bécher? Essentiellement des ions caprate, avec probablement le contre-ion, puisqu'il ne peut pas y avoir que des anions, il y a forcément un cation, mais il y a des ions caprate. Et je vais commencer à doser. Donc, quand je vais commencer à doser, je vais ajouter des ions H3O+, mais ces ions H3O+, ils vont réagir immédiatement avec les ions caprate présents. Donc les ions H3O+, ils vont réagir, ils ne seront pas présents en solution. Et par contre, les ions chlorure, qui étaient des ions spectateurs pour lesquels je n'ai pas noté la présence dans l'équation bilan, puisque c'était des ions spectateurs, ces ions spectateurs, ils vont être présents, et au fur et à mesure de l'ajout de solution titrante dans le bécher, ces ions vont s'accumuler, puisqu'ils ne réagissent pas, donc il va y avoir des ions chlorure. Qu'est-ce qui va se passer au cours de la première phase de titrage, donc au cours de l'ajout de la solution titrante dans la solution titrée? Là, je vais avoir les ions caprate, dont la concentration va diminuer au fur et à mesure de l'ajout, et je vais avoir les ions chlorure, dont la concentration va augmenter au fur et à mesure de l'ajout de la solution titrante. Donc si je regarde la conductivité en début de titrage, ça veut dire avant l'équivalence. Si je regarde la valeur de la conductivité elle serait due essentiellement à la conductivité molaire ionique de premier ion de l'ion caprate multiplié par la concentration de l'ion caprate, plus la conductivité molaire ionique des ions Cl- multiplié par la concentration en ion Cl-. Il y aurait aussi, il pourrait y avoir la contribution du contre-ion des ions caprate ici, mais leur concentration ne va pas varier au cours du temps, donc ça ne m'intéresse pas. Ici, je vais avoir cette concentration-là, donc cette contribution de l'ion caprate qui va diminuer, et celle-ci qui va augmenter. Donc pour savoir que va faire la courbe conductivité en fonction du volume de H3O+ versé, il faut que je compare les différentes contributions ici. La concentration en RCO- va varier dans la même proportion que la concentration en Cl-, vu les coefficients de la réaction. Et donc, ce qu'il faut que je compare, ça va être les contributions ici, c'est-à-dire les conductivités molaires ioniques, les capacités à conduire le courant électrique des ions caprate et des ions chlorure. Donc là, il faut que je revienne à l'énoncé qui a été donné ici. Et là, il faut que je compare la conductivité molaire ionique des ions chlorure, ça c'est ceux que je rajoute au cours du temps, au fur et à mesure des ajouts de solutions titrantes, et je compare à la conductivité molaire ionique des ions caprate. Je me rends compte que la conductivité molaire ionique des ions chlorure, ceux que je rajoute, est supérieure à celle des ions. Alors la conductivité molaire ionique des ions caprate est inférieure à la conductivité molaire ionique des ions chlorure. C'est donc la conductivité molaire ionique, c'est donc la partie de la conductivité liée à la présence des ions chlorure qui va être plus importante. Et donc l'augmentation va l'emporter sur la diminution. Et donc globalement, ça veut dire que la courbe conductivité
en fonction du volume de H3O plus versé va augmenter sur la première partie du titrage, à savoir avant l'équivalence. Donc ça va nous permettre déjà d'éliminer un certain nombre de courbes, puisque si je regarde sur les courbes de l'énoncé, la représentation 1 me donnait une première partie décroissante avant le volume équivalent, donc je l'élimine. La représentation, on a que celle-là éliminée, puisque pour les trois autres représentations, on a quelque chose de croissant pour la conductivité fonction du volume avant le volume équivalent. Il faut maintenant regarder ce qui se passe après le volume équivalent, après l'équivalence. Après l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? On est arrivé à l'équivalence, donc si on est arrivé à l'équivalence, ça veut dire que RCO au moins a été totalement consommé. Et pourtant, on continue de rajouter des H3+ et des Cl-. Donc, les ions qui vont être présents après l'équivalence, ça va être les ions chlorures, tous ceux qu'on aura rajoutés, puis ceux qu'on continue de rajouter, donc les ions chlorures, et les ions H3O+, ici, qui sont ajoutés de la solution de 30, vu qu'il n'y a plus de réactifs titrés, ils ne réagissent plus, et donc ils vont s'accumuler dans la solution. Ça veut dire que la conductivité de la solution, ça va être lambda 2 fois la concentration en Cl-, plus lambda 3, si j'appelle lambda 3 la conductivité molaire ionique des ions H3+, la conductivité va avoir cette allure-là. Si je regarde au fur et à mesure des ajouts de solution, la concentration en Cl- va augmenter, la concentration en H3O+ va augmenter, donc globalement, forcément, la conductivité de la solution va augmenter. Elle va augmenter beaucoup plus fortement que tout à l'heure, notamment à cause de la conductivité molaire ionique des ions H3+, qui est très très importante comparativement aux autres conductivités molaires ioniques qu'on aurait pu avoir tout à l'heure. Et donc, sur la deuxième partie de la courbe, je vais avoir aussi une augmentation de la conductivité, une augmentation plus importante, donc je vais avoir ce genre de choses pour la représentation graphique. Je regarde, j'avais déjà éliminé la représentation 1, je vais éliminer la représentation 2 et je vais éliminer la représentation 3, la représentation 4, il va me rester la représentation 3. Alors il nous reste maintenant à répondre à la dernière question, la question 2.4. On obtient lors du titrage un volume de solution titrante versée à l'équivalence, donc volume équivalent égale 14,1 ml. Et on nous pose la question, le lait de chèvre contient-il bien 3 fois plus d'acide caprique, c'est de différentes formes acido-basiques, que le lait de vache? Et pour répondre à cette question, blablabla, donc c'est la résolution de problèmes habituels. Donc allons-y, question 2.4. Donc je rappelle que on a réalisé le titrage de l'acide caprique contenu dans le lait, donc on a mis 10 ml de lait qui contenait de l'acide caprique, donc j'appelle ça BB, qui contenait de l'acide caprique, donc RCO au-. La concentration en acide caprique du lait, on ne la connaît pas. Donc dans la burette, on a une solution d'acide chlorhydrique, qui acide chlorhydrique à la concentration Ca égale 1,0010-2 mol par litre. Et le volume de solution titrante versé à l'équivalence, c'est 14,1 ml. Voilà, donc par rapport à mon petit schéma. Je rappelle qu'on a établi tout à l'heure l'équation support du dosage, donc RCO au moins plus H3O plus donnait RCOOH plus H2O. On a établi que à l'équivalence, on avait la quantité de matière de RCO au moins qui était égale à la quantité de matière de H3O plus. Et on va donc pouvoir se servir de cette relation à l'équivalence pour déterminer la concentration inconnue. Alors allons-y, je remplace la quantité de matière de ion caprate ici par, donc c'est un mol quantité de matière par Cb fois Vb, donc Cb fois Vb est égal à, ici, Ca fois volume à équivalence. Ce que je cherche, c'est la concentration Cb, donc d'abord littéralement, je vais isoler cette concentration inconnue. Je vais ensuite faire une application numérique, c'est-à-dire que je vais utiliser les valeurs qui me sont données, donc 1,00 fois 10 puissance moins 2 multiplié par le volume équivalent 14,1 ml, que je peux mettre en litres, et je divise par mes 10 ml.
3. On voit que je peux simplifier, j'aurais pu laisser en millilitres au départ. Donc je fais le calcul. Alors 1 10 moins 2 divisé par 10, ça va me faire du 1 10 moins 3. Multiplié par 14,1, donc ça me fait 14,1 fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 1,41 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc ça c'était pour la détermination de la concentration molaire d'acide caprique sous la forme de caprate dans la solution. Donc 1,41 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors il ne faut pas oublier que ça c'est pour les ions caprate. Or, on a vu tout à l'heure, il y avait un lien entre les ions caprate et la totalité de l'acide caprique sous ses différentes formes qui étaient présentes en solution. On avait vu que dans les conditions d'étude, 94% de l'acide caprique est sous forme de caprate. Donc c'est pas la totalité. Donc je sais que 94% de ces ions caprate, ça représente 1,41 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Moi je voudrais connaître la concentration totale d'acide caprique sous ses différentes formes contenues dans le lait de chèvre. Donc je voudrais connaître la concentration totale, mais non pas 94%, mais pour 100%. Donc on va faire le produit en croix et on va trouver la concentration totale en acide caprique sous ses différentes formes. Donc ça va nous faire 100%, multiplié par 1,41 fois 10 puissance moins 2, divisé par 94%. Alors on fait l'application numérique, 1,41 fois 10 puissance moins 2, 41. Et merde. Alors on fait 1,41 fois 10 puissance moins 2 divisé par 94%. Et on trouve on trouve 1,50 mol par litre. Donc ça c'est la concentration totale en acide caprique présent dans le lait. Pour pouvoir comparer aux informations qui sont fournies dans le document, on a besoin de passer cette fois-ci au titre massique, c'est-à-dire la concentration massique en grammes par litre, dont le titre massique va être égal à la concentration molaire multipliée par la masse molaire de l'acide caprique. Ça va donc nous faire au niveau de l'application numérique 1,50 fois 10 puissance moins 2 multiplié par 172, la masse molaire de l'acide caprique qu'on a déterminé tout à l'heure.
Donc on va faire l'application numérique. 1,50 fois 10 puissance moins 2 fois 172 égale 2,58 grammes par litre. Donc il y a donc 2,58 grammes par litre d'acide caprique présent dans le lait de chèvre. On nous demande de comparer à ce qui était présent dans le lait de vache. On va comparer dans le lait de vache. On a 0,09 grammes d'acide caprique dans 100 millilitres. Dans le lait de chèvre, on va avoir 0,258 grammes d'acide caprique dans 100 millilitres. C'était dans un litre, j'ai mis pour avoir ici. Et donc il faut voir quel est le rapport entre les deux. Le rapport entre les deux, ce serait donc 0,258 divisé par 0,09. Si je veux calculer ce rapport, donc on fait 0,258 divisé par 0,09 et je trouve 2,9 qui est voisin de 3. Donc on peut conclure que effectivement il y a bien environ 3 fois plus d'acide caprique dans le lait de chèvre que dans le lait de vache.